Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus, c'est le journal de la Méditerranée. Je vous emmènerai en Syrie pour une rencontre inattendue. Alors que le pays est ravagé par la guerre, un homme se bat pour continuer à produire le célèbre savon d'Alep. Étonnant, vous verrez. Le choix de la rédaction cette semaine s'est porté sur la polémique qui a fait du bruit en France. De grandes enseignes proposent désormais des vêtements islamiques. Nous en parlerons avec notre invité Faiza Zerouala, est journaliste, auteur d'un livre consacré aux femmes voilées. Nous nous intéresserons également au film Dégradé, sorti mercredi sur les écrans. Un long métrage de résistance au cœur de la bande de Gaza, réalisé par deux frères palestiniens réfugiés en France. L'actualité du bassin méditerranéen reste depuis des mois dominée par la situation alarmante des migrants. Nous vous parlions la semaine dernière, ici même, de l'Aquarius, ce bateau affrété par l'association SOS Méditerranée pour tenter de sauver ces hommes, ces femmes et ces enfants qui bravent tous les dangers pour traverser la mer au large de la Libye à bord de bateaux de fortune. Aujourd'hui, nous avons voulu en savoir plus sur ce pays. On en parle peu car tourner des reportages sur place est très difficile. Pourtant, en Libye, les migrants sont nombreux, très nombreux, à espérer rejoindre l'Italie. Marc de Chalvron et Yann Moine sont parvenus à rencontrer ces candidats à l'exil, surveillés de près par les gardes-côtes. Regardez. Ils sont les premiers remparts contre l'immigration clandestine qui frappe aux portes de l'Europe. Les gardes-côtes libyens. Tous les jours, ils sortent en mer avec les moyens du bord. Un Zodiac de fabrication française, dégonflé depuis de longs mois. Ça fait longtemps qu'il est cassé ce bateau. Nous n'avons pas la colle spéciale pour le réparer. La Libye, principal pays de départ de l'immigration clandestine en provenance d'Afrique. À peine 70 km de traversée pour sortir des eaux territoriales libyennes. Plus de 2000 km de côte à surveiller. Une tâche colossale pour les gardes-côtes libyens et pour leurs 8 bateaux, dans des états déplorables. Mais les forces de sécurité libyennes veulent montrer qu'elles ne désarment pas. Dimanche dernier, devant les caméras, une opération spectaculaire en pleine nuit dans les faubourgs de Tripoli. L'objectif, démanteler un réseau d'immigration clandestine. D'après la police, ces migrants étaient sur le point de partir vers l'Europe et l'île italienne de Lampedusa. Il y a plus de 3000 € là. À qui ça appartient cet argent? Ce soir-là, 200 personnes, originaires de différents pays d'Afrique, sont arrêtées. Une goutte d'eau. En Libye, ils sont des centaines de milliers à rêver d'Europe. Du Niger, du Soudan ou encore du Tchad, les routes de l'immigration clandestine en Afrique aboutissent toutes en Libye. Un pays depuis 4 ans en plein chaos. À Tripoli, la capitale, c'est vers Gargarèche qu'ils convergent. Un quartier dangereux. Nous y allons avec une caméra discrète. Au petit matin, par dizaines, les clandestins se réunissent ici pour trouver du travail, embauchés à la journée. Toutes sortes de tâches ingrates. Tous ne rêvent que d'une chose. Qui veut aller en Europe? Tu peux leur demander? Tout le monde va en Europe. Tout le monde? Parce qu'ici, il n'y a pas de travail. Ils travaillent, les gens là, ils prennent tout ton argent là. Il faut donc partir au plus vite, travailler pour survivre et accumuler de l'argent, si possible. Tout le monde, en tout cas, connaît le tarif de la traversée vers l'Europe. 600 000. 600 000 quoi? 600 000, 500 000. CFA. Ça fait combien d'euros ça? 1 000 €. Et là, t'as pas les 1 000 €? Non, je n'ai pas les moyens. D'après Europol, le trafic autour des clandestins a généré 4,5 milliards d'euros l'année dernière, un tiers des richesses produites en Libye. Faute d'interlocuteurs au niveau de l'État libyen, l'Union européenne se refuse à toute coopération avec la Libye en matière de lutte contre l'immigration clandestine. Une situation qui ne profite à personne, sauf aux passeurs et aux trafiquants. Oui, une situation qui force les Occidentaux à réagir. La France s'est dite prête cette semaine à aider le gouvernement d'union nationale libyen à assurer sa sécurité maritime et lutter contre les passeurs de migrants. En Syrie, un cessez-le-feu avait été décrété il y a 2 mois alors que des négociations étaient en cours à Genève pour trouver une solution à une guerre ayant déjà tué plus de 270 000 personnes en 5 ans. Eh bien, cette trêve n'aura pas duré longtemps. Ces derniers jours, les bombardements dans la province d'Alep se sont multipliés, provoquant la mort de plus d'une centaine de civils.
Alep qui, avant la guerre, était connu pour son savon fabriqué à base d'olive et de laurier. Aujourd'hui encore, un homme se bat pour faire naître sa production de savon malgré le contexte. La vie doit continuer, c'est un reportage de Franck Genozo et Jonah Messina. Dans les allées chamarrées du souk Hamidiyeh de Damas, parmi les envoûtantes senteurs du Proche-Orient, son parfum est entre tous reconnaissable. C'est le meilleur savon du monde, le savon d'Alep, un des plus grands trésors de la Syrie. On dit du savon d'Alep qu'il se bonifie avec l'âge. Ceux-ci ont déjà 5 ans, ils ont été faits avant la guerre, car se réapprovisionner est devenu une expédition périlleuse. Une seule et unique route continue à relier Damas à Alep. Un trajet risqué, les squelettes de véhicules calcinés le prouvent sur le bord du chemin. De la cité florissante et de sa vieille ville réputée dans le monde entier, il ne reste que ce théâtre de désolation. Naguère on s'y pressait pourtant pour acheter ses trésors parfumés. Nous sommes au cœur de ce qui fut l'industrie du savon ici à Alep. Et voici ce qui a été considéré comme l'une des plus belles boutiques du centre-ville. On appelait ça la grande savonnerie. Il y avait des dizaines d'échoppes, des maîtres savonniers qui travaillaient en permanence dans une ambiance agitée et colorée. Ils fabriquaient des centaines de produits qui étaient expédiés partout dans le monde. Vous voyez, il n'en reste quasiment plus rien, si ce n'est ces flacons de parfum à l'abandon. C'était une des autres spécialités d'Alep, mais l'odeur de brûlé et de moisi a depuis longtemps chassé les parfums des olives et du laurier. À quelques kilomètres de là seulement, dans un quartier épargné par les combats, Abdelbadi Zanabili est le dernier maître savonnier encore en activité dans la ville. Notre atelier principal dans le Grand Souk a été détruit. Alors, on a ouvert ici une petite fabrique pour reprendre la production de savon de laurier. C'est donc au rez-de-chaussée de cette maison qu'il a choisi de recréer un atelier artisanal. Les matières premières sont entreposées dans l'arrière-cour. Ça, c'est nos barils d'huile d'olive. Regardez-moi cette belle couleur verte. Ça va un peu mieux maintenant, mais pendant des mois et des mois, on devait prendre des risques pour faire entrer ces produits ici. Les barils transitaient par des zones dangereuses où il y avait des combats, et ils devaient passer des dizaines de barrages. Malgré ces obstacles, il a choisi de maintenir le procédé artisanal qui a fait la réputation du produit. D'abord, le mélange des matières premières, l'huile d'olive, le laurier et la soude caustique, chauffée à 200 degrés dans cette cuve. Le tout est ensuite déversé dans un recoin du sous-sol. Je lisse la surface pour que l'épaisseur soit la même pour tous les savons. Quelques heures plus tard, la mixture a durci. Les savons sont alors délimités puis marqués du sceau de la ville. S'ensuit l'étape du découpage à la main. Avant celle cruciale du séchage, 9 mois au moins. Derrière votre écran, vous ne pouvez pas le sentir, mais l'air embaume le laurier et l'olive. Laurier pur extra, avec mon nom et celui de la ville. À Alep, je suis le dernier à faire vivre le savon. Et ça me donne du baume au cœur. Malgré la guerre, on résiste, on travaille et on s'en sort. Ce fabricant a tout de même perdu 75% de son chiffre d'affaires, car exporter ses trésors vers l'étranger est devenu une mission quasi impossible. Le seul survivant des commandos des attentats djihadistes qui ont fait 130 morts le 13 novembre dernier a été transféré cette semaine de la Belgique à Paris. Salah Abdeslam a été mis en examen pour assassinat à caractère terroriste. Selon les derniers chiffres, près de 2000 personnes seraient impliquées en France dans les filières djihadistes. Beaucoup seraient partis en Syrie et certains sont originaires de Nîmes. Des mères impuissantes face à la radicalisation de leurs fils ont accepté de témoigner. C'est le dossier de ce magazine. On les appelle quartiers prioritaires. 25 000 habitants vivent dans les 4 cités de Nîmes. Ce n'est pas une ville dans la ville, mais une ville en dehors, loin du centre. Les bonnes volontés n'y manquent pas. Des associations qui veulent donner un avenir aux enfants, comme celle d'Amina Segeg. Ici, c'est du soutien scolaire, avec des règles, comme à l'école. Les filles, elles se dévoilent pour après accéder dans les salles pour faire leur soutien. Et en repartant, elles remettent leur voile et
Ce sont les parents eux-mêmes qui ont demandé ce règlement. Ils pensaient ainsi lutter contre la radicalisation de certains jeunes. Qu'est-ce que vous faites? Pourtant, 2 sœurs sont parties en Syrie fin 2014. Des élèves sérieuses de 16 et 17 ans que tous connaissaient bien. Pendant 6 ans, elles étudiaient ici. On a essayé d'appliquer les règles de la laïcité, les règles de la loi, de l'école, mais quand même, on n'a pas réussi à les retenir. Ça n'a pas suffi à les retenir. Et aujourd'hui, on se sent démunis. Qu'est-ce qu'on fait? On a aujourd'hui peur pour tout cela. Ces jeunes-là sont-ils des victimes potentielles? Eux se sentent loin de l'endoctrinement. Une personne, par exemple, qui vit avec moi et d'un coup part en Syrie, pour moi, c'est bizarre. Parce qu'en fait, je pense qu'il a été comme un lavage de cerveau, quoi. Mais ils ont rencontré des mauvaises personnes. En 2 ans, plus d'une 50aine de jeunes auraient quitté Nîmes pour rejoindre Daesh. Au moins 6 seraient morts. Difficile d'obtenir les chiffres exacts car ils touchent à la sécurité nationale. Et puis les familles parlent peu ou pas du tout. Trop de honte, de culpabilité, de peur. Nous avons pu rencontrer Myriam et Ouda, 2 mamans dont les fils sont partis. Un mois avant qu'il parte, il est un peu bizarre. Il n'arrête pas de prier. J'ai vu qu'il a changé, et voilà. Pas de télé, pas de discussions comme avant, on ne mangeait plus ensemble. Tout ça a changé, il s'enfermait dans sa chambre. Il n'allait presque plus à l'école. Un jour, il m'a demandé, maman, habille-toi. J'ai dit, pourquoi je suis bien habillée? Non, il ne m'a dit pas comme ça, maman. Comment alors? Il veut faire que je fasse le foulard, le machin. Issam et Michael sont partis à 21 et 16 ans. En Syrie, ils ont appris les armes. Ils ont donné quelques nouvelles, mais leurs échanges sont contrôlés par Daesh. Et s'ils commencent à douter, ils sont envoyés sur les fronts les plus dangereux. C'est peut-être comme ça qu'Issam est mort. Michael, lui, est toujours là-bas. Et leurs mamans témoignent aujourd'hui pour que d'autres parents soient conscients que des recruteurs menacent leurs enfants dans la cité. C'est des gens qui fréquentent la mosquée, qui sont Qui plus âgés qu'eux. Les recruteurs sont payés pour trouver des jeunes. Il y en a qui sont d'ici, il y en a qui sont d'ailleurs. Et qu'on voit les matricules de voitures qui dans le nord de la France, dans le sud de la France, mais des belles voitures. On vit avec ces gens-là. Ils nous connaissent, ils connaissent nos enfants qui ne sont pas là. Et vous craignez pour votre sécurité? Oui, on a des enfants aussi. Vous voyez où vivent les gens là? C'est des ghettos. L'apartheid dont parle le Premier ministre, social, humain, voilà. Dans ces quartiers de Nîmes, le taux de chômage moyen est de 45%. Il y a un état d'exclusion, il n'y a pas de travail. Et puis même lorsque des jeunes qui ne sont pas du tout pratiquants, lorsqu'ils vont même dans une boîte de nuit, on ne les laisse pas rentrer parce qu'ils ont les cheveux crépus. Tout ça, ça facilite aux recruteurs un discours, leur dire comment, voyez, comment vous êtes traités dans ce pays-là, on ne vous respecte pas, on vous autorise à rien faire. L'islamisme radical reste extrêmement minoritaire. Mais pour que la parole se libère, ces jeunes embrigadés devraient être considérés aussi comme des victimes. C'est le combat des associations de quartier. Leur cri d'alarme, depuis 1 an, commence enfin à être entendu. Et si vous souhaitez écouter l'intégralité de l'interview de ces 2 mères de famille, vous pouvez vous rendre sur france-tv-info.fr. Cette semaine, nous avons voulu nous intéresser à une polémique qui a suscité de vifs débats ces derniers mois, celle de la mode islamique. De nombreuses grandes enseignes proposent des collections destinées aux femmes musulmanes. Alors, si pour certains, cette mutation de la mode est logique, pour d'autres, elle est choquante. Un appel au boycott de ces marques a même été lancé par la philosophe féministe Elisabeth Bindater. Pour en parler avec nous, notre invitée est Faiza Zerouala. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes journaliste, vous venez de publier ce livre intitulé « Des voix derrière le voile », un ouvrage dans lequel vous avez donné la parole aux femmes voilées. Mais avant d'en reparler avec vous, je vous propose de revenir sur le sujet de la mode islamique. Faisons le point sur cette polémique qui a fait couler beaucoup d'encre avec Sophie Granel et Emmanuel Font. Foulard et robe islamique haute couture, maillot de bain intégral, le fameux burkini en vente sur le site internet d'une grande enseigne de prêt-à-porter. La mode fait sa révolution islamique.
De plus en plus de marques proposent des rayons entiers dédiés à la femme musulmane, comme ici à Londres où un groupe japonais décline foulards et tuniques en plusieurs coloris. Une offre que la même marque n'a pour l'instant pas étendue à ses clientes françaises. Et pour cause, dans l'Hexagone, le sujet du voile reste sensible. Ce que je dis aux marques, c'est attention, ce que vous faites n'est pas responsable, vous influez, vous agissez sur la société et sur les libertés et les droits des femmes. Le danger, c'est de glamouriser le voile et donc de faire oublier toutes les connotations qu'il y a derrière. Cette connotation principale étant de dire voilà, le corps des femmes doit être caché. Un avis que ne partage pas Asma Fares. Pour cette fashionista, blogueuse de mode sur Internet, être belle et musulmane pratiquante n'est pas incompatible. On dit que notre Dieu aime la beauté, donc il faut être beau, il faut être propre, il faut avoir de l'hygiène. C'est vraiment, ça rentre vraiment dans notre religion. Si on met un rouge à lèvres rouge et que la façon d'être à l'extérieur suit en fait, pas être attirante avec mes faits et gestes en fait, ça peut passer. En revanche, ça ne passe pas du tout auprès de certaines musulmanes qui voient dans les vidéos d'Asma une véritable provocation. Tu me dégoûtes, tu te dis musulmane, mort de rire, fais-moi rire. Donc ça, par exemple, c'est interdit de s'épiler les sourcils. C'est un commentaire de comme je les appelle moi, les imamettes du net, ou les imams du net. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont venir vous donner des leçons de religion. On le voit, la question du voile divise en France. La preuve à Évry, la ville du Premier ministre Manuel Valls. Entre respect de la religion et image de la femme, le port du foulard est loin de faire l'unanimité. Mais ça, je ne suis pas persuadée qu'il n'y ait pas des dames qui sont obligées de le porter. Peut-être, je ne sais pas, peut-être. Je vous dis parce que moi, comme vous, ça ne me dérange pas du tout. Hein, mais, vous avez vu, c'est pas question de voile, c'est question comment on comprend la personne. Le choix, un argument souvent invoqué par les femmes voilées pour se justifier face aux critiques. A l'inverse, certaines musulmanes ont choisi justement de ne pas porter ce signe d'appartenance religieuse. Je le porte pas parce que c'est pas dans mes convictions. Voilà, j'ai fait des études, j'ai envie que ça me serve, j'ai envie de travailler et au jour d'aujourd'hui, ça entrave toute carrière. Ma sœur le porte par exemple et pourtant on a eu la même éducation, mais c'est un choix de sa part. Plus qu'une mode dont s'empareraient les créateurs à des fins commerciales, le port du foulard est un véritable sujet de société en France. Et la loi sur le voile intégral, votée en 2010, n'a rien réglé. Alors Faiza Zerouala, vous qui avez rencontré plusieurs femmes voilées, parmi lesquelles la blogueuse Asma d'ailleurs que l'on a vu dans le sujet, comment vivent-elles ces polémiques ? Alors, les femmes voilées que j'ai rencontrées et que je connais par ailleurs vivent assez mal cette polémique. Globalement, toutes ces polémiques autour de la question de l'islam en France sont mal vécues par les musulmans qui se sentent stigmatisés. Et les femmes voilées ont exactement le même sentiment, doublé de la frustration de ne pas toujours avoir la parole médiatique et de ne pas pouvoir toujours répondre aux accusations dont elles sont les cibles. Et alors, le voile reste aujourd'hui un sujet sensible en France ? Ah oui, terriblement. À intervalles réguliers, on voit bien 3 mois, 6 mois, il y a une polémique qui revient sur la question, alors que paradoxalement, le port du voile est parfaitement réglementé. La question... le droit s'est vraiment penché sur la question et a plutôt bien bordé les choses. Donc, le voile lambda, celui qui découvre le visage et couvre simplement les cheveux, est parfaitement admis en France dans l'espace public. Après, les fonctionnaires sont soumis à une réserve. Donc, il ne devrait pas y avoir ces polémiques, sachant que le droit répond à tout. Pour vous, cette polémique, en gros, n'a pas lieu d'être ? Pour moi, cette polémique n'a pas lieu d'être, sachant que les femmes voilées n'ont pas attendu que les grandes marques se décident à leur tendre la main et à créer des vêtements qui correspondraient à leurs attentes pour s'habiller. Je veux dire, elles se rendent dans les enseignes grand public, elles essaient de trouver des vêtements qui correspondent à leurs envies et leurs croyances. Donc des vêtements pas trop moulants, pas trop courts. Mais pour le reste, elles mettent des jeans,
voilà, faut arrêter de fantasmer totalement. Les femmes voilées, certaines aiment la mode, certaines ne l'aiment pas. Certaines sont coquettes, elles font attention à avoir un voile, par exemple, assorti à leur tenue. Donc, voilà, toutes ces polémiques, c'est un petit peu stérile. Et finalement, on se demande à quoi ça sert. Qu'est-ce qu'on en retire de tout cela? On va pas on pourrait en parler des heures, mais malheureusement, le temps est trop court. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, au revoir. Et puis je rappelle le titre donc, de votre livre Des voix derrière le voile aux éditions Premier Parallèle. Et si vous souhaitez revoir cet entretien ou l'intégralité de ce magazine, vous pouvez vous rendre sur la page Le Journal de la Méditerranée sur Facebook. Du livre, passons au cinéma avec la sortie ce mercredi du film Dégradé. Ce huis clos se joue au cœur de la bande de Gaza, dans un univers féminin, un salon de coiffure. Ce long métrage est réalisé par les frères Nasser, deux cinéastes palestiniens. Rencontre. ايه اللي بتفهم كلنا نسوان هنا في الصالون ما تشلحي الخيمه اللي لابستيها وتتبلبطي يا اختي انت شو دخلك فيها اختصري فكري انت الثانيه بدي اخلص وبالنهايه قصه الفيلم هي مش Dégradé, ce n'est pas juste l'histoire de ces femmes qui se font couper les cheveux, mais c'est l'histoire de tout le peuple de Gaza à travers leurs regards. Le salon de coiffure, c'était l'endroit où l'on pouvait réunir beaucoup de femmes. في هنا الجانب الاسرائيلي اجت السلطه حطت واحد هنا حاجز هنا سمته 3 خمسات. Fascinés par les univers féminins, les frères Nasser ont choisi ce décor du salon de coiffure où les femmes peuvent parler librement, où elles vont exprimer leurs opinions politiques, raconter leur vie, se dévoiler. لما يدشروكي بتيجي عند تبعين السلطه اخرى تحقيق 2 3 كيف اطلعوكي من غزه تيجي عند الجانب الاسرائيلي بيخوسكوكي 3 مؤبدات. L'image de la femme palestinienne est déformée. On l'imagine voilée ou avec un enfant qui part faire le djihad. Nous, on voulait montrer autre chose de cette femme. Le cinéma des frères Nasser passe difficilement les frontières de la Palestine. Tourné en Jordanie, Dégradé a ensuite pu bénéficier d'un montage son dans ce studio à Rennes. Une étape essentielle dans l'écriture de ce film où les univers sonores occupent une place essentielle. Bien sûr, on est dans le salon de coiffure avec ces femmes, mais on doit raconter toute une histoire sonore du off, ce qu'on appelle du off, c'est à l'extérieur, et on doit, faut que ça soit crédible, faut qu'on y croit. Dehors, on devine la violence qui ne sera jamais montrée. Elle en devient d'autant plus forte, et c'est là toute la puissance du film Dégradé. Oui, en salle donc depuis le 27 avril. Plus de renseignements sur culturebox.fr. Nous vous parlions de Picasso la semaine dernière et de ses fresques dessinées sur les murs du château de Castille, un monument à vendre en ce moment dans le Gard. Eh bien, l'artiste espagnol est mis à l'honneur à Marseille. Le Mucem expose 270 œuvres du maître, dont certaines rarement montrées au grand public. Suivez le guide. C'est comme une signature. La colombe de la paix dessinée par Picasso, choisie par Aragon, prendra son envol pendant la guerre froide. Le père de Pablo était colombophile. Plus tard, d'autres oiseaux vont naître de ses mains, des oiseaux, des guitares. Picasso aime les petites choses du quotidien. Sur ce parcours, des objets références, comme des miroirs, en écho au travail de l'artiste. Il n'est pas question de dire Picasso a vu cet objet-là et s'en est inspiré, mais de montrer comment, dans quel environnement il évoluait et comment ces objets du quotidien, ces objets simples, ont pu influencer son travail. Les racines, c'est l'enfance, son enfance, c'est l'Espagne, éternelle, l'Espagne perdue, avec des taureaux, des matadors qui l'obsèdent et que l'on retrouve sur tous les supports. Picasso ira jusqu'à créer des rendez-vous taurins à Valoris pour y revivre sa jeunesse. À Aix-en-Provence, il sollicite un orfèvre, François, le petit-fils de Victor Hugo. Ensemble, ils transforment les terres cuites en plateaux d'argent. Picasso est un touche-à-tout génial, rien ne lui résiste. C'est un ogre qui est capable de tout avaler, de tout apprendre, de s'entourer d'artisans qui vont lui apprendre les techniques et de pouvoir se permettre de créer à partir de ces différents matériaux. Il y a aussi Esmeralda, la chèvre de Picasso, libre d'aller et venir dans sa villa de Cannes.
Et puis les tapisseries, les céramiques, les affiches. Non, Picasso ne se résume pas en quelques mots, pas même en quelques coups de pinceau. Et un génie sans piédestal, c'est donc le nom de cette exposition à voir jusqu'au 29 août au Mucem à Marseille. On se quitte avec ce passage de relais symbolique dans un camp de migrants proche d'Athènes. Ibrahim Al-Hussein, 27 ans, est syrien, réfugié, handicapé de guerre et grand sportif. Eh bien, il a réalisé un rêve en portant la flamme des Jeux Olympiques. Celle-ci a officiellement été remise à une délégation brésilienne dans la capitale grecque. Première étape d'un long périple qui la conduira à Brasilia le 3 mai, puis enfin dans la ville haute, Rio de Janeiro. À la semaine prochaine.